Bonjour mes amis, quelques jours avant Noël 95, un avion de type Boeing 757 de la compagnie American Airlines s'est écrasé lors de l'approche sur l'aéroport de Cali en Colombie. Que s'est-il passé? Alors nous sommes le 20 décembre 95, le vol American Airlines 965 doit partir de l'aéroport de Miami. C'est un Boeing 757 qui affiche complet ce jour-là. Tout simplement, vu la saison, énormément de gens qui sont originaires donc de Colombie doivent se rendre dans leur pays pour passer les vacances en famille. Le vol est en retard. Et en fait, les pilotes ratent ce qu'on appelle le slot. Alors il y a un système de slot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur certains aéroports hyperchargés, chaque vol reçoit une sorte de tranche horaire pour partir. Ça permet donc au service de trafic aérien, le service ATC, de pouvoir utiliser les infrastructures de la meilleure manière possible. Le problème avec ces slots, c'est que si les pilotes ratent leur tour à cause d'un problème qui les dépasse, ça peut être un problème des bagages en retard, des services de l'immigration qui ont des ordi en panne, des grèves, peu importe. Ils ratent leur slot. Leur retard va devenir encore plus grand parce qu'ils ne pourront pas mettre en route avant d'obtenir un autre slot et parfois ça peut être une heure et demie plus tard. Dans le cas précis, le vol 965 était parti avec 2 heures de retard. Cela voulait dire qu'il allait arriver à Cali par la nuit, qui tombe très tôt en cette saison-là. Alors, l'aéroport de Cali, pour visualiser, c'est un aéroport qui se trouve au fond d'une vallée orientée nord-sud, et de chaque côté, donc à l'est et à l'ouest, il est encadré par une longue chaîne de montagnes. Donc, les pilotes, quand ils arrivent sur ce genre d'aéroport, doivent faire hyper gaffe. Ils doivent faire attention à avoir une navigation extrêmement précise, descendre, en particulier quand c'est la nuit, en particulier quand ils n'ont pas de visibilité parce qu'il y a des nuages ou du brouillard ou autre. Ils doivent faire très gaffe à descendre entre les deux montagnes pour aller se poser sans jamais dévier de leur trajectoire. Parce que à leur gauche et à leur droite, il y a des sommets qui montent bien plus haut que l'altitude à laquelle se trouve l'avion lors des manœuvres d'approche. Ok. Je disais que l'avion quitte le niveau 230. Pour descendre plus vite, les pilotes sortent ce qu'on appelle les spoilers ou les aérofreins. C'est une manette qui est à la gauche des manettes des gaz. Donc ils la sortent. Ça permet de déployer des surfaces. Donc c'est des surfaces qui se déploient au-dessus des ailes pour en fait faire en sorte que l'avion tombe plus vite sans trop prendre de vitesse. Normal, la routine. Les pilotes qui étaient en contact avec le contrôleur aérien avaient reçu une autorisation pour atterrir sur la piste 01. C'est une piste qui est orientée plein nord, presque. Aujourd'hui, on l'appelle piste 02. Les chiffres des pistes changent. Si vous regardez des événements qui se sont passés il y a 20 ans, 25 ans, vous comparez par rapport à aujourd'hui, vous allez voir que les pistes changent. Pourquoi? Parce que les chiffres qu'il y a sur les pistes dépendent de l'orientation magnétique de celle-ci. Or, vu que le pôle magnétique, le pôle nord magnétique, change de position année après année, au bout de 10 ans, 15 ans, il faut repeindre les pistes pour tenir compte de leur nouvelle orientation magnétique. Donc les pistes ne changent pas, elles sont toujours dans la même direction, mais par contre, leur direction magnétique, à cause du changement de ce qu'on appelle la déclinaison magnétique locale, fait que la direction des pistes va changer. Ce qu'on appelle le QFU des pistes change. Toujours est-il que cette approche était lente, elle prenait du temps. Pour les aider, pour un petit peu leur faire un petit cadeau, le contrôleur aérien va proposer aux pilotes la piste qui va directement vers le sud, donc la piste 19, qui est plus facile pour eux. Ils viennent du nord, piste 19, ça veut dire aller direct. Ok. Maintenant, il y a 2-3 petits problèmes à considérer. C'est que les pilotes
sont un peu trop proches, à ce stade, de l'aéroport pour pouvoir assez rapidement préparer une approche sur cette piste-là. C'est presque trop tard. Il aurait fait cette offre 10 minutes, 15 minutes avant, les pilotes auraient eu le temps de regarder et de voir s'ils peuvent être prêts pour cette approche. Mais là, au moment où il leur propose, c'est too late en fait, c'est trop tard. Premier point. Deuxième point. L'aéroport de Cali est équipé normalement d'un radar qui permet aux contrôleurs de savoir exactement où se trouvent les avions à l'approche et au départ, et ça lui permet d'être d'une grande assistance à ces avions-là en leur donnant des instructions extrêmement précises, comme par exemple des vecteurs radar. Ça signifie leur dire tournez à droite, tournez à gauche, à tel et tel cap, etc. Descendez, montez, pour pouvoir les placer correctement dans un axe d'approche. Le radar, nous sommes en 95, le radar avait été plastiqué par les FARC en 1992, 3 ans avant. Ça veut dire que ce groupe-là, qui faisait beaucoup parler de lui en ces temps-là, avait suspecté que ce radar était utilisé par les services de l'État pour des raisons un petit peu bizarres, parce qu'ils voyaient un radar, ils ne comprenaient pas trop à quoi ça servait, mais bon, ça les inquiétait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des techniciens pour le plastiquer. Moyennant quoi, il n'y avait plus de contrôle radar à la tour de contrôle de Cali. Il a été aussi dit, juste au passage, que le contrôleur aérien parlait pas très bien en anglais, donc la communication était un petit peu limitée, et aussi autour de lui, il y avait des copains à lui qui étaient sur la tour de contrôle, qui étaient à l'intérieur de la tour de contrôle, avec la musique, et puis aussi qui utilisaient le téléphone de la tour pour passer des appels à l'étranger à l'œil. Mais bon, ça vous donne une idée un petit peu de l'ambiance qui régnait, et ça veut dire que le contrôleur ne pouvait pas vraiment se concentrer. Mais ce qui va arriver n'est pas vraiment la faute du contrôleur, même si il n'a pas été d'une grande utilité dans tout ça. Alors, les pilotes acceptent l'offre, vu qu'ils sont en retard, qu'ils ont 2 heures de retard. Ils sont sous pression opérationnelle. Ils aimeraient bien atterrir et repartir et essayer de gagner le temps perdu. Donc ils se disent, ok, on fait une approche directe. D'accord. À ce moment-là, il y a un petit problème. C'est que, si vous regardez le Boeing 757, c'était un appareil qui arrivait avec de l'électronique, avec ce qu'on appelle un FMS, un système de management de vol, un système de gestion de vol. Alors normalement, ces systèmes-là sont programmés avant le départ. Il y a toute la route qui est placée dedans. C'est des routes qui sont soit programmées manuellement, soit qui sont enregistrées par la compagnie dans le système et qui permettent très rapidement aux pilotes de pouvoir programmer tout leur vol. Et après, le pilote automatique utilise les données du FMS pour voler cet avion-là sur le plan horizontal et vertical en fonction des données qu'il y a dedans. Le problème, c'est que là, il décide de reprogrammer le FMS. Or, reprogrammer le FMS, c'est un petit peu délicat parce que c'est trop tard pour le reprogrammer. Quand on est à 3 minutes d'un aéroport, c'est fini, le FMS. Donc, ce qu'ils auraient pu faire à la rigueur, c'est peut-être rapidement essayer de basculer sur les instruments habituels. Donc, le VOR, NDB. Il y avait en particulier un NDB à l'entrée de la piste qui s'appelait Roseau. Ils auraient pu, par exemple, essayer de le choper. Donc, à la radio, littéralement, le choper, voir l'aiguille dans quel sens elle va et l'utiliser. Et oublier le FMS, c'est trop tard. Ils vont chercher à programmer le FMS. Pendant qu'ils cherchent à le programmer, il y a tous les points de navigation qui sont effacés. Et rappelez-vous, nous sommes dans un avion qui est en train de descendre dans les nuages, dans la nuit, entre les montagnes. Alors, à ce moment-là, il y a une approche qu'on appelle de type VOR sur la piste en direction sud, en direction 19. Ils sont en train de fouiller dans leur carte parce qu'ils n'arrivent pas à trouver sur la FMS. Donc ils sont en train de fouiller sur leur carte. Il n'y a rien qui est prêt en fait. Ils ont une idée. Il y a ce qu'on appelle une balise NDB. Il y a une balise NDB qui est à l'entrée de la piste, qui est un marqueur qui peut facilement leur indiquer dans quelle direction se trouve la piste. Il s'appelle Roseau, fréquence 374. Ok. Ils le cherchent dans la FMS pour pouvoir le programmer. Et à ce moment-là, il y a un truc un peu pourri, il faut le dire, dans la base de données et dans la navigation telle qu'elle était définie à l'époque en Colombie. C'est que
il y avait à l'entrée de la piste de l'aéroport de Cali, à l'entrée de la piste, il y avait une balise NDB qui s'appelait Roseau, dont la fréquence était 374. Et figurez-vous que à Bogota, au nord-est, à peu près 200 km de là, il y avait une autre balise qui s'appelait Romeo, qui était aussi une balise NDB, dont l'indicatif était également R, la lettre R, et dont la fréquence était la même que celle de la balise Roseau. Donc, ces pilotes, ils ont une balise devant eux, ils ont une balise derrière, et les deux ont exactement le même indicatif et la même fréquence. Alors, quand le commandant de bord ou le copilote, l'un des deux, cherche dans la FMS la balise, il rentre l'indicatif R pour faire direct. Donc, il cherche, il y a les balises qui s'affichent. Alors, normalement, quand plusieurs balises ont le même indicatif, c'est la plus proche qui s'affiche au plus haut. Donc, il voit la première qui s'affiche, R, l'indicatif est correct, la fréquence 374 kHz, correct, clac, il appuie. Il vérifie pas la position géographique de la balise. Il appuie. L'appareil reçoit un ordre directement sur la balise R 374. Il fait quoi? Il chope celle qui est derrière, en fait. Il chope celle qui était près de Bogota. S'incline, commence à partir. Il faut comprendre que, même si on a critiqué beaucoup les gens qui ont fait ceci, il ne faut pas croire que leur action d'avoir deux balises ayant la même fréquence et étant à 200 km l'une de l'autre soit quelque chose de complètement aberrant. En réalité, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. On est en 95. Avant cette époque-là, nous sommes vraiment à une époque charnière. Parce que la majorité des avions à cette époque, c'était des avions classiques, des avions traditionnels. Ça veut dire que à l'époque, quand un pilote voulait une balise, il ne rentrait pas dans le FMS, l'identifiant de la balise. Il n'y avait pas d'FMS dans les avions, pour la majorité. Il y avait quoi? Tout simplement, il y avait la radio, il rentre la fréquence, et en fait, vu que l'autre, si on est proche de Cali, la balise Romeo qui est à 200 km de là, il ne va jamais la choper. Surtout les balises qui ont un indicatif à une seule lettre, sont des balises à faible intensité. En général, c'est des marqueurs. Ils ne sont pas captés à 200 km de là. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est que ceux qui ont fait ça n'ont pas vu de problème. Et pendant des années, il n'y a pas eu de problème. Sauf que lorsque arrive cet avion muni d'un FMS et qu'on rentre la balise dans la FMS n'a pas besoin de la capter en réalité. Je peux être potentiellement, regardez, on peut être, par exemple, j'exagère, mais on peut être à Londres, je peux rentrer dans un FMS d'Airbus ou de Boeing, même s'ils ont des noms légèrement différents, c'est la même histoire, on peut rentrer une balise qui se trouve, je ne sais pas, qui se trouve à Alger ou qui se trouve au Caire, il va aller vers elle. Il peut aller vers elle. Peu importe s'il ne la capte pas. Parce qu'en réalité, ce qui l'intéresse, lui, c'est sa position géographique, c'est pas son signal électromagnétique. Vous voyez? Donc, l'appareil commence à tourner. Alors imaginons, on est comme ceci, je vous montre. Je prends une feuille, on est comme ceci. Donc on a une montagne de chaque côté, n'est-ce pas? Donc on a un avion, n'est-ce pas? On a un avion qui descend entre deux montagnes. Ok? Notre avion descend entre deux montagnes. Et il fait quoi? Il tourne à gauche. Il vire à gauche. Donc il va directement vers la montagne. Alors, les pilotes, pendant un bon moment, vont commencer à discuter de cet ordinateur-là, de ce que fait l'avion. À un moment donné, le copilote a ses propos qui sont complètement ahurissants. Il va dire: mais où sommes-nous? Et en fait, il rentre, et ça c'est souvent le cas quand il y a une grande dépendance, une grande confiance dans l'électronique, c'est que les pilotes quittent complètement la boucle de pilotage en fait. Ils rentrent dans une logique de troubleshooting. Ils oublient qu'ils sont dans un avion qui est en train de parcourir 4-5 km par minute dans la nuit en pleine montagne.
Ils sont en train de troubleshooter et de comprendre ce que fait l'ordinateur. Avec cette confiance un petit peu excessive dans l'ordinateur, que l'ordinateur ne fait jamais un truc faux. Il a rentré la balise R, il appuie, l'avion tourne à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourtant, si mentalement ils avaient gardé l'image en tête d'où ils étaient, à gauche, il y avait la montagne. Ok. L'avion tourne à gauche. Il commence donc à aller vers la montagne. Donc commence à aller vers la montagne. À un moment donné, pendant une bonne minute, ils sont complètement perdus, ils ne comprennent pas ce qui se passe. À un moment donné, ils réalisent que finalement, ils sont en train de s'éloigner de la piste, qu'ils sont en train de tourner dans le mauvais sens, et ils décident de corriger. Donc, l'avion tourne à gauche, il va vers les montagnes. Pendant une bonne minute, il va vers les montagnes. Là, au moment où les pilotes se rendent compte qu'il y a un problème, ils sont bien engagés, ils sont déjà entourés de montagnes déjà. Et après, ils décident de tourner à droite pour revenir vers l'aéroport. Au moment où ils tournent à droite pour tourner vers l'aéroport, entre eux et l'aéroport, il y a une montagne. Donc, là, soudainement, ils sont arrachés de leur torpeur par ce qu'on appelle deux choses. Le radioaltimètre, qui va soudainement annoncer 2500 pieds, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient bien au-delà de 2500 pieds par rapport aux montagnes. Le radioaltimètre s'active, ne peut pas mesurer au-delà de 2500 pieds seul. Il envoie une onde vers le sol, elle revient, mais il ne peut pas mesurer au-delà de 2500 pieds. Donc quand la première fois que les pilotes l'entendent, c'est quand il dit 2500 pieds. Donc là, soudainement, ils réalisent qu'ils sont à 2500 pieds ou moins. Et que le radioaltimètre commence à baisser brutalement. Premier point. Deuxième point. Ils ont une alarme orale du GPWS qui dit terrain, terrain, terrain. Le GPWS, c'est un appareil justement qui est là pour éviter les CFIT. Donc il a un certain nombre de modes. Par exemple, si un avion s'approche trop vite du sol, ou si l'altitude radioaltimétrique baisse trop vite, ou si par exemple un avion perd de l'altitude de la hauteur après le décollage. Il a plusieurs modes, on va dire. Là, ce système électronique détecte que la montagne est en train de s'approcher très vite. À leur décharge, les pilotes vont réagir immédiatement. Prennent les manettes des gaz, ils les poussent à fond et ils tirent sur le manche. Ils tirent sur le manche tellement fort que par moment, le vibreur de manche se déclenche. Ça signifie qu'ils étaient pratiquement à la limite du décrochage. Et c'est normal ce qu'ils ont fait. C'est tout à fait normal. Justement, et c'est une des difficultés chez Boeing, on va dire, parce que sur un Airbus, un pilote qui veut éviter une montagne n'a pas peur de faire décrocher l'avion. Il tire complètement, l'avion se cabre, et l'électronique évitera qu'il se cabre trop et qu'il décroche. Ça signifie que l'électronique empêchera le décrochage. Sur Boeing, c'est le pilote qui doit empêcher le décrochage. Donc, il tire au maximum, la vitesse commence à baisser, pensez qu'il est lors de l'approche, donc il n'a pas énormément de réserve de vitesse. Donc l'avion commence à monter, la vitesse recule, l'incidence augmente, le vibreur de manche commence donc à faire vibrer le manche, ça signifie attention, vous exagérez. Le pilote lâche un peu, il lâche les commandes un petit peu, il laisse le nez retomber légèrement, ce qui veut dire que sa trajectoire n'est pas aussi optimale qu'elle l'aurait été sur Airbus par exemple. Et après il retire encore sur le manche, ça commence à vibrer encore une fois, ça commence à vibrer, il y a la marge de décrochage. Et puis il parle même à l'avion, monte. Ils sont dans le noir total et ils savent que la montagne est là. Le 757 est un avion extrêmement puissant. Parmi les avions de ligne, il fait partie des plus puissants. En termes de rapport poids-puissance, c'est un avion qui monte très bien. L'avion monte et en fait, à un moment donné, il se prend dans la montagne. Ça signifie que le combat était perdu. On a ici un CFIT qui se fait en montée. Remarquez, l'avion était en train de monter quand il s'est pris la montagne. Tout simplement, la montagne montait plus vite que l'avion. Il était en train de suivre la pente, la plus haute pente en fait de la montagne à ce stade-là. Il a tapé, mais pas très loin du sommet. Il s'en est fallu
Il s'en est fallu de pas de beaucoup, mes amis. Il s'en est fallu vraiment de peu. Il a tapé contre le bord de la montagne et les arbres et tout ça. Il aurait été 100 pieds plus haut, 150 pieds plus haut, 50 mètres plus haut, il serait passé. Il serait passé raclette, mais il serait passé. Et en fait, les pilotes ont oublié un détail. Et ce détail-là, s'il n'avait pas été oublié, les calculs montrent qu'ils auraient pu être sauvés. Le détail, si vous vous rappelez un peu en avant dans cette vidéo, qu'est-ce que je disais? Niveau 230, ils le quittent et ils sortent les aérofreins. Les aérofreins sont sortis. Ils ont oublié de les rentrer. D'accord? Ils ont oublié de rentrer les aérofreins. Ça signifie qu'en fait, l'avion était cabré, les moteurs à fond, mais les aérofreins étaient sortis. Ils ne sont jamais rentrés en fait. Ils sont restés sortis. Alors, bien sûr, les enquêteurs se sont beaucoup intéressés à cette histoire d'aérofrein. Pour info, l'appareil avait à son bord 163 personnes. Il y a eu 158 morts sur le choc, sur l'instant. 158 morts. Il y a une personne qui est morte, je crois, le lendemain, ce qui fait que le bilan total de ce crash est de 159 morts. Les pilotes sont aussi morts. Il y a un chien qui a survécu, qui était dans la cale. Il s'appelait Miracle, je crois. Il a survécu. Pourquoi les aérofreins étaient sortis? Les pilotes les ont sortis lors de l'approche. Ok. Maintenant, il y a quelque chose. Les aérofreins peuvent sortir, par exemple, automatiquement lors de l'atterrissage. Prenez un Boeing, les pilotes mettent les aérofreins sur la position armée, et dès qu'ils touchent le sol, si vous êtes passager, vous regardez l'aile, dès que l'avion touche le sol, vous voyez ces aérofreins se déployer. Ce n'est pas les pilotes qui les ont sortis, c'est les pilotes les ont armés, et dès que l'avion a touché le sol, ils sont sortis automatiquement. Dans ce mode-là, si les pilotes prennent les manettes des gaz et à peine les avancent, les aérofreins rentrent automatiquement. On est dans une logique de se dire, peut-être que l'avion a touché. Imaginons qu'un avion arrive, il atterrisse, ou bien il est sur le point d'atterrir. Imaginons qu'un avion est à 5 mètres du sol, il est en train d'atterrir. Et soudainement, le pilote a une raison de remettre les gaz. Par exemple, un cisaillement de vent, par exemple, il a remarqué qu'un autre avion est rentré dans la piste, ou que son atterrissage est trop lent, il a remarqué qu'il avait déjà bouffé la moitié de la piste et qu'il n'allait jamais pouvoir freiner, peu importe. Imaginons que le pilote choisisse de mettre les gaz. Alors, il peut arriver que l'avion mette les gaz après qu'il touchait. Dans ce cas-là, dès que le pilote pousse les manettes, les aérofreins se rétractent. Beaucoup de pilotes de Boeing ont d'ailleurs cette mauvaise habitude de faire ceci après l'atterrissage. Ils atterrissent, un petit peu d'aérofrein, freinage, tout ça, et à un moment donné, comme les aérofreins sont sortis, prennent les manettes des gaz, ils donnent juste un petit coup dessus, et clac, la manette revient donc à sa position aérofrein rétracté. En vol, ce dispositif n'existait pas sur Boeing. Il n'existe pas sur Boeing, en général. Pourquoi? Alors, sur Airbus, ils ont ça. Sur Airbus, par exemple, Airbus A340, quand les enquêteurs ont comparé, sur Airbus A340, si les aérofreins sont sortis, s'il y a une remise de gaz, ils vont rentrer tout seuls. Mais pas sur Boeing. Pourquoi ce choix technique? Alors, il y a quelque chose qu'il faut voir. C'est que plusieurs éléments, ont expliqué Boeing, font qu'il est désirable que ceci ne se passe pas. Premier point, sur certains appareils, comme le 757 et le 767, si l'avion est en descente, par exemple au-dessus de 10 000 pieds, s'il est en vol au-dessus de 10 000 pieds, et en descente, donc avec les gaz complètement ralentis, il n'est pas possible de maintenir l'antigivrage. L'antigivrage des ailes bouffe tellement d'air des réacteurs, il y a un prélèvement qui se fait au niveau des compresseurs, bouffe tellement d'air qu'il n'est pas possible, avec les réacteurs au ralenti, de pouvoir avoir assez d'air pour dégivrer. Sur le 727, c'est pire, sur le 727, il n'est même pas capable de maintenir la pressurisation cabine
si les manettes sont complètement à zéro, au-dessus de 10 000 pieds. Donc, sur ces avions-là, 757, 67, 27, même sur le 777, il y a des éléments dans ce sens. Ils doivent mettre un peu de gaz lors de la descente. Comment font-ils donc pour éviter que l'avion ne prenne de la vitesse? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les aérofreins. Donc en fait, ils compensent le fait que les réacteurs ne sont pas complètement au ralenti. Ils les compensent en sortant les aérofreins. Donc on est dans un cas, vous voyez, aérofrein et moteur. Autre cas. Et ce cas va expliquer aussi une différence entre Boeing et Airbus. Quand les aérofreins sont sortis, ils sont au-dessus de l'aile. Ils sont au-dessus de l'aile, ils sont sortis. Ils ont tendance à faire quoi? Imaginons que ça, c'est l'aérofrein. L'air pousse dessus, là. Que fait l'avion? L'avion a tendance à se cabrer. Quand les aérofreins sortent, l'avion a tendance à se cabrer. Quand les aérofreins rentrent, il fait quoi l'avion? Il a tendance à piquer. Ok. Retenez ça. Quand les aérofreins rentrent, ils ont tendance à piquer. Voici la logique de Boeing. Boeing en dit la chose suivante. Si le pilote met les gaz et que le Boeing automatiquement rétracte les aérofreins, que va faire le pilote? Le pilote va sentir que l'avion est en train de piquer du nez. Cette tendance à piquer du nez, il va la sentir. Il va faire quoi? Il va tirer sur le manche. Pour compenser, il va tirer sur le manche. En plus, il est dans une logique de remise des gaz. Donc il va tirer assez agressivement sur le manche. Et mettre les gaz à fond. Et attention, il tire sur le manche et là les gaz arrivent. Les réacteurs sont toujours un petit peu en retard. Ils mettent quelques secondes à monter en puissance. Les réacteurs montent en puissance et ils font quoi les réacteurs? Ils ont tendance aussi à faire cabrer l'avion. Donc on peut avoir des excursions en pitch, donc des excursions en cabrage assez brutales. Ça signifie que le pilote peut peut-être potentiellement perdre le contrôle de l'avion. Ça veut dire qu'il tire sur le manche à un moment où les gaz sont en train de monter et ça peut causer une perte de contrôle. Pourquoi sur Airbus n'ont pas le même problème? Tout simplement parce que c'est du fly-by-wire. Ça veut dire que l'ordinateur est dans la boucle constamment et il est capable de détecter ce changement lié au spoiler, aux aérofreins, d'accord? Et il est capable de créer la correction au niveau d'électronique et au niveau donc des gouvernes sans que le pilote se rende compte. Ça signifie que par exemple chez Boeing, ils sont limités réellement par la mécanique de l'avion. Là où chez Airbus, ils n'ont pas ce genre de contraintes. Ils ont des possibilités d'apporter des corrections électroniques que Boeing n'ont pas. Ok, l'avion s'écrase, des morts, beaucoup de morts, les secours finissent par arriver, il y a peu de gens à secourir, il y a 5 personnes dont une personne mourra plus tard. Un peu plus tard, et là ce crash va illustrer un autre problème de l'aviation, de la sécurité aérienne, c'est que un peu plus tard, des semaines, des mois plus tard, des pièces de Boeing 757 commencent à apparaître chez des brokers de Floride. Des compagnies qui vendent des pièces d'avion commencent à voir arriver dans leur stock un certain nombre de pièces de Boeing 757. Vérification faite par le numéro de série, il s'agit des pièces de cet avion-là. Donc en fait, on découvre plus tard que des hélicoptères de l'armée de Colombie allaient sur le site, faisaient débarquer des gens qui faisaient du cannibalisme, qui récupéraient les pièces récupérables, des pièces de moteur et autres. Ils récupéraient les pièces revenaient au sol, elles étaient emballées, nettoyées, expédiées aux États-Unis où elles étaient revendues et elles pouvaient potentiellement se retrouver sur d'autres avions de ligne en exploitation. C'est un gros problème dans l'aviation, ces pièces qui viennent de n'importe où, qui ont une origine douteuse et qui peuvent des fois menacer la sécurité des vols. Il a fallu que plus tard la compagnie American Airlines publie dans le détail un nombre élevé de pièces qui étaient sur cet avion avec leur numéro de série. Ils ont été les chercher donc dans les documents de maintenance pour trouver
les pièces, le numéro de série, il est publié pour que justement l'industrie fasse gaffe parce que ça vient d'un avion qui s'est écrasé et ces pièces-là sont potentiellement endommagées et peuvent donc mettre en péril d'autres avions. Voilà mes amis, donc c'était le crash de l'American Airlines 965, 20 décembre 1995, Cali, Colombie, bilan de 159 morts, l'avion impliqué était un 757-200. À très bientôt mes amis.